Merci à Monsieur Langlais de m'avoir invité et à travers lui, je remercie le lycée de m'accueillir et vous de m'écouter. Alors, quelques mots pour introduire mon propos. Je dirais que depuis Philippe Auguste, donc on est au XIIe siècle, on peut déplorer un certain manque de connaissances de la part des Français de la mer, des espaces maritimes et du rôle des océans dans le développement des civilisations. L'histoire de la marine est fort peu connue des Français. Alors on connaît quelques figures, vous connaissez peut-être Jean Bart, peut-être, Suffren, Surcouf, mais au-delà de ça, l'historiographie française a eu beaucoup de mal à se tourner vers la mer. Il a fallu attendre notamment Fernand Braudel, qui a écrit ce fameux ouvrage « La Méditerranée et le monde méditerranéen » à l'époque de Philippe II, c'est 1949. Et là, pour la première fois dans cet ouvrage, l'espace maritime est un acteur principal d'une œuvre. C'est l'acteur principal d'une œuvre. Donc on va commencer à aller, l'horizon va s'ouvrir, un horizon qui était peut-être trop exclusivement terrien, on va s'ouvrir vers les océans. Alors, pourquoi la marine, peut-être la mer, était un petit peu plus en retrait? C'est finalement, le pourquoi on peut le résumer avec cette boutade qui nous a été donnée par Maurepas, qui est secrétaire d'État à la marine et aux colonies. On ne dit pas ministre à l'époque, on dit secrétaire d'État, ceux qui sont dans le secret de l'État. Le secrétaire, c'est celui qui a le secret auprès du roi. Et il nous dit, savez-vous, messieurs, ce qu'est une bataille navale? On se rencontre, on se canonne, on se sépare, et la mer n'en reste pas moins salée. Donc une bataille navale, ça sert à quoi? À rien, a priori. A priori. Difficile de tenir un morceau de mer. On ne peut pas y rester constamment, il faut revenir au port. Donc ça paraît au moins secondaire par rapport à l'armée de terre. On pourrait le croire, on pourrait voir ça. Et c'est ça, ce sentiment-là, que d'abord on doit se tourner vers l'armée de terre, et la force navale va être, suivant, pendant les 2-3 siècles que je vais aborder là, va être souvent mise de côté, malgré l'action d'hommes d'État très importants. Je vous parlerai de Richelieu, on évoquera à la toute fin, et le commandant reprendra à ce moment-là, le ministre Georges Laigle, on est à la Première Guerre mondiale à peu près. Et on a même, ça c'est une constante française, on a même régulièrement l'idée de vouloir supprimer la marine. Ça revient régulièrement, notamment après chaque grande défaite, chaque grand problème de la France. Vous prenez après Napoléon, il y a ce problème, il y a cette idée de supprimer la marine. Vous prenez après 1870, il y a le débat pour supprimer la marine, il y a des écrits, des publications sur ce sujet. Donc à côté de ces temps de faiblesse, la France va connaître de grandes périodes où vont se construire de grandes flottes. On peut retenir 4 grands moments. C'est la marine de Louis XIV et de Colbert, c'est la marine de Louis XVI, c'est la marine de Napoléon III, qui elle sera à la pointe du progrès technique, et c'est celle de la Troisième République finissante. Ce débat qu'il y a entre finalement une marine, à quoi ça sert? Une marine pour quoi faire? Ça illustre un petit peu le tiraillement que connaît la France entre finalement quelle est la vocation de la France. Elle est maritime, elle est terrestre. Ça c'est une question qui est récurrente et qui est là depuis plusieurs siècles. Est-ce que l'une est excluante de l'autre? Alors c'est ici que je voudrais aborder cette question finalement, c'est essayer de répondre à ces questions et de voir quelle a été pendant ces 2 siècles, 18, 19e, comment la France et l'État français a appréhendé l'espace maritime et comment on en a fait un outil de puissance, un espace de puissance, d'expression de sa puissance avec l'utilisation de l'outil naval. Et donc j'irai, dans mes propos, j'irai à peu près, je donnerai quelques éléments sur la période médiévale qui permet, en quelques mots, qui va être le début des préoccupations de l'État pour la mer. Et vraiment, je commencerai là où
la France va commencer à obtenir une marine de guerre permanente, ce qui n'était pas le cas avant, une marine de guerre permanente, on est au XVIIe siècle, et j'irai jusqu'aux années 1900. Point aussi de travail, c'est que faire l'histoire de la marine, ou faire l'histoire navale, je reviens sur ce qui a été dit avant, effectivement, naval et maritime, c'est pas exactement la même chose. Moi, je fais de l'histoire navale, je termine ma thèse de doctorat d'histoire navale, c'est-à-dire je m'intéresse à l'outil de guerre, à l'outil militaire, à la marine de guerre. La marine de guerre et tout ce qui est autour, les infrastructures, les hommes, les institutions. C'est bien de ça dont je parle. Donc faire de l'histoire navale, c'est faire plein de choses. C'est être polyvalent, c'est faire de l'histoire militaire déjà. On va y venir. Ça, c'est la vision traditionnelle que nous avons de faire de l'histoire de la marine. C'est comme faire de l'histoire militaire, l'histoire des batailles. L'histoire militaire, ça a souvent été fait par des militaires et pour des militaires, très souvent. C'est le cas de l'histoire de la marine. Elle a été faite par des marins et pour des marins, très souvent, des officiers. Faire de l'histoire de la marine, c'est aborder la place politique de la marine, le problème politique de la défense nationale. Quelle place donner à la marine dans la défense nationale? C'est aborder son rôle pour assurer la présence de la France dans le monde, également. Faire de l'histoire de la marine, c'est aussi faire de l'histoire institutionnelle, également. Comment le ministère est organisé et quelle est sa place dans le processus d'élaboration d'une politique. Faire de l'histoire maritime, c'est faire de l'histoire économique. L'Arsenal, c'est la première grande entreprise de l'ère pré-industrielle. Faire de l'histoire maritime, c'est faire de l'histoire navale, c'est faire de l'histoire humaine, celle des équipages, notamment. Et c'est aussi faire de l'histoire technique. On va de la voile au nucléaire, en passant par la vapeur. C'est aussi le perfectionnement des armements. Du canon en bronze à l'obus de Pexan, on a toutes ces évolutions-là. Donc, voilà le cadre et voilà tous les sujets que, vous voyez, histoire navale, c'est pas juste une histoire de bateau, c'est bien plus large que ça. Et j'aborderai 3 siècles, le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe. Je m'attarderai vraiment sur le XVIIIe et le XIXe. Et ici, je vais donner 3 adjectifs, un pour chaque siècle, qui vont, je crois, caractériser la manière dont l'espace maritime est envisagé. Le XVIIe siècle, c'est un siècle naval, où la marine de guerre est au premier plan, dans l'esprit de nos rois, notamment de nos rois et de nos grands hommes d'État. Je pense Richelieu, je pense Louis XIV, je pense Colbert, j'y reviendrai. Le XVIIIe siècle, il est moins naval que maritime, où le naval va venir en support d'une expression de la puissance qui va s'exprimer par d'autres moyens, le commerce notamment, on va le voir. Et le XIXe, je le caractériserai comme le siècle colonial, où la puissance navale va venir en soutien et être même parfois précurseur, on verra, de la fabrication du second empire colonial français. Alors, d'abord, quelques mots sur l'apprentissage de la mer pour la France. La France, le royaume de France, en tout cas ce que je vais appeler le domaine royal, on va commencer à s'occuper de la mer à partir du XIIe siècle, lorsque le roi de France va recevoir et devoir gérer le Boulonnais, l'Artois, la Normandie, notamment. Là, puis il va contrôler le Poitou, la Saintonge, l'Aunis. Donc on est fin XIIe, début XIIIe. Les premières préoccupations arrivent. Mais c'est vraiment le roi Philippe IV qui va, donc dit le roi de fer, que vous connaissez dans les rois maudits de Druon. Eh bien lui, il est il va avoir l'honneur de la fondation de la marine française. C'est lui qui va créer le premier noyau d'une marine de guerre vraiment française. Alors, pourquoi je dis vraiment française? Parce que les navires, la marine de guerre n'est pas permanente, elle est occasionnelle, et souvent on achetait ou on louait des navires à des puissances étrangères qu'on mettait, ou alors on transformait des navires de commerce, on les armait pour les transformer en navires de guerre, donc une armée occasionnelle.
Comme l'ost royal pouvait être occasionnel. L'armée n'était pas permanente, on la levait quand on en avait besoin. Il va fonder un des premiers ports militaires, on va appeler ça comme ça, un premier port militaire, c'est le Clos des Galets à Rouen. Et cette marine de guerre, elle est chargée de protéger les navires marchands et les côtes contre les pirates. Et aussi de contrer, d'arrêter le harcèlement anglais également. Alors, Philippe le Bel a lancé cette marine, mais comme je vous l'ai dit, ça va être une histoire de haut et de bas. Ses successeurs ne vont pas soutenir aussi fermement cette politique. Surtout, ne vont pas le soutenir d'un point de vue financier. Et donc, ça ne va pas prendre l'ampleur que le roi de fer souhaitait. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans, également. Mais il ne faut pas justement négliger, malgré cette préoccupation secondaire de la marine, il ne faut pas oublier que la guerre de 100 ans, il y a aussi des enjeux maritimes. Vous avez la bataille de l'Écluse, XIVe siècle, où les Britanniques vont détruire les 3/4 de la flotte française. Vous avez aussi les guerres d'Italie. Donc là, 15e, 16e siècle, les guerres d'Italie, qui voient toute l'utilité d'une flotte puissance pour transporter les corps expéditionnaires ou appuyer les opérations terrestres. Vous pouvez penser à la Grande Armada, peut-être l'invincible Armada, peut-être ça vous parle, ça. Cette marine espagnole chargée de conquérir la Grande-Bretagne. François Ier, durant ces guerres d'Italie, porte un intérêt particulier. Après le roi Philippe, il faut noter le travail de François Ier. Il lance des travaux, il inspecte la flotte, les ports, et il va lancer les travaux dans le nouveau port du Havre. Le port du Havre a fêté ses 500 ans il n'y a pas très longtemps. Hormis ces éléments que je vous ai donnés, et hormis l'intérêt porté par quelques souverains français à la politique navale, à la construction d'une marine de guerre royale, la marine continue d'être sous-traitée. C'est-à-dire que les rois de France ne vont pas s'en occuper, ils vont transférer ça à des personnages, à des amiraux. Alors amiral, on pense tout de suite à l'homme en uniforme, comme on peut voir le commandant là-bas. Mais c'est pas ça, des amiraux à l'époque. Les amiraux, en fait, ce sont des hommes de cour, ils ont un titre, amiral, mais en fait, c'est plus des revenus très importants. La plupart n'ont jamais vu un navire, la plupart n'ont jamais commandé, sauf un, il s'appelle Claude d'Annebault, mais la plupart, c'est un titre de cour, quoi. C'est un titre de cour. Par exemple, l'ambassadeur de France qui va rencontrer Henri VIII, on est en ces époques-là, hein, eh bien, il est amiral de France, mais c'est un ambassadeur. Il a ce titre honorifique d'amiral de France. Alors, après ces quelques mots, vraiment, j'arrive au cœur du sujet, c'est vraiment la France va faire le choix de la marine à partir du XVIIe siècle. Après ces tâtonnements-là, pendant 5 siècles, c'est Richelieu qui va, dans les années 1620, doter la France d'une véritable marine militaire d'État, appartenant à la France. Il va créer 3 escadres. Une escadre, c'est un ensemble, c'est une petite armée navale, quoi, un ensemble de plusieurs navires. 3 escadres, la première basée à Brouage, la Brouage c'est en Charente-Maritime, la deuxième à Brest, et la troisième au Havre. Il va aussi unifier le commandement militaire. Sous son autorité, vous voyez, il va prendre le titre, on le connaît comme principal ministre, mais on doit le connaître aussi comme, avec ce titre, vous voyez, un peu ronflant, un peu énorme. Oui. C'est Richelieu qui fait ça ? Oui, Richelieu va unifier le commandement, il porte ce titre de grand maître, chef et surintendant général des mers, navigation et commerce. Il s'occupe à la fois de la marine de guerre et de la flotte, de commerce. Il va casser les féodalités. En France, jusqu'à maintenant, il y avait plusieurs amirautés. Une amirauté, c'est un tribunal qui est chargé c'est une juridiction civile qui est chargée de gérer des portions de côte. Il y avait l'amirauté de France qui gérait la Normandie,
qui gérait la Picardie, Saintonge et Aunis, mais vous aviez d'autres amirautés indépendantes, l'amirauté de Bretagne, de Guyenne, de Languedoc et de Provence. Donc le commandement, la gestion des côtes était éclatée entre plusieurs entités. Richelieu va casser ça et va réunir sous son autorité l'ensemble de l'autorité des côtes sous sa main, avec ce titre, et il mêle la marine de guerre et la marine de commerce. En 1637, la flotte compte, donc on va dire à la fin du règne, je dis 37, mais à la fin du règne de Louis XIII, pardon, la flotte compte une quarantaine de vaisseaux. Alors, on va parler de vaisseaux, de frégates. Là, vous avez, voilà pourquoi on parle de vaisseaux et de frégates, ça dépend, hein, vous voyez, pardon. Les vaisseaux, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des navires de ligne, c'était la première image. Je reviens ici. Ici, là, vous avez des vaisseaux, ce qu'on appelle des navires de ligne. Pourquoi? Parce qu'on se bat en ligne, vous les voyez, les uns à côté des autres, et on se canarde, on se canonne. Ça, ce sont des vaisseaux, et vous voyez, on va classer des vaisseaux. Vous m'entendrez parler de vaisseaux de 74 canons, de vaisseaux de 120 canons. Donc ça dépend, vous voyez, c'est le rang du navire, son importance, sa puissance de feu, et ça dépend aussi le nombre d'hommes qu'il porte. Hein, les plus gros navires comprennent plus de 1000 hommes d'équipage. Donc on a une quarantaine de vaisseaux de ce genre, mais bon, on est au début, hein, le recrutement des équipages pour manier ces navires est très sommaire. On a du mal aussi à avoir des matelots. Alors comment on fait pour avoir des matelots? Eh bien on va mettre en place ce que font les Anglais. Les Anglais mettent en place, pour avoir des matelots sur leur navire, on va mettre en place la presse. La presse, c'est on arrive dans une localité maritime, on la boucle, je résume, hein, on boucle la localité et on va presser, c'est-à-dire on va de force embarquer les hommes en âge et les hommes capables de monter sur un navire. On n'est pas encore, vous verrez ça plus tard, à l'inscription maritime, vous savez, une sorte de service militaire dans les armes, on n'a pas encore ça, pour l'instant on force les gens à monter sur les navires. Mazarin, avec les guerres qu'il mène, notamment on peut penser à la guerre de 30 ans, il est contraint de réduire le budget de la marine. L'engagement maritime, il a impulsé quelque chose d'important, une marine de guerre d'État, appartenant complètement à l'État, avec un rang, avec des navires d'importance. Mais ses priorités budgétaires vont aller vers les opérations militaires terrestres. Celui qui va donner une grande période faste pour la marine de guerre française, c'est Louis XIV et deux ministres à lui, deux secrétaires d'État à la marine, Colbert et son fils Seignelay. C'est là que la marine va s'institutionnaliser vraiment. Louis XIV, fait de Colbert son premier secrétaire d'État à la marine. Le titre apparaît. Il est responsable de la marine. Il est responsable, vous voyez, on ne dit pas marine de guerre ou marine civile. Là aussi, on va, sous l'autorité du ministre, garder les deux. Colbert est responsable de la marine de guerre. Il est responsable du commerce, du dedans et du dehors. On n'oublie pas que les fleuves aussi, hein, français, sont aussi navigables et le secrétaire va gérer ça également. Il est responsable aussi du réseau consulaire, le ministre de la Marine. On verra que c'est important, la flotte comme outil diplomatique. Jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, le département ministériel de la Marine ne se limitera pas à la flotte de guerre. Toujours cette perspective que je vous donnais au début, faire de l'histoire navale, c'est pas simplement faire de l'histoire des navires de guerre, c'est bien plus large que ça. Et cette flotte, oui, je précise, on est à l'époque, on est ministre de la Marine de père en fils, hein, ça semble normal. Colbert dans ses bureaux. Alors les bureaux se trouvent à l'époque à Versailles, ils vont ensuite aller à Paris, à l'hôtel de la Marine, vous pouvez visiter aujourd'hui, qui a été restauré et rouvert il n'y a pas si longtemps que ça. On est ministre de père en fils, hein, les jeunes enfants sont dans les bureaux déjà et ils apprennent le métier. C'est le cas à la marine, c'est le cas à la guerre aussi, vous avez des générations comme ça. Vous avez à la marine les letelliers,
Vous avez grand-père, père et fils qui sont successivement ministres de la guerre. Là, vous avez Colbert, Seignelay. Ensuite, vous avez les Pontchartrain qui sont ministres. Voilà. Ça permet aussi d'avoir une certaine politique navale qui se met en place, une régularité dans cette politique navale, une politique de soutien. Seignelay va soutenir et amplifier, et les Pontchartrain ensuite, la politique lancée par Colbert et Richelieu avant lui. La flotte de guerre joue aussi un rôle à cette époque-là dans, je vais dire ici, dans l'expansion du premier empire colonial français et l'essor du commerce transocéanique. Va soutenir, j'y reviendrai après sur les colonies, je parlais de Saint-Domingue, la Martinique, et ainsi de suite, mais elle va soutenir ça, elle va protéger les voies de commerce, je vais y venir. Bref, lorsque va commencer le XVIIIe siècle, la France est la première puissance navale de son temps, grâce à ses chefs d'escadre. Alors vous connaissez peut-être certains chefs d'escadre. Chef d'escadre, c'est un grade, d'accord ? C'est celui après capitaine de vaisseau, justement, à l'époque. C'est le premier grade d'officier général. Donc, chef d'escadre, vous avez par exemple Abraham Duquesne, vous connaissez peut-être, ou l'amiral Tourville, peut-être plus connu celui-ci, l'amiral Tourville. Vous avez des corsaires, Jean Bart, le Dunkerquois Jean Bart, qui va, après être corsaire, va être transféré dans la marine de guerre. Vous avez d'autres corsaires comme Duguay-Trouin également, qui vont vraiment faire la splendeur et la puissance de la France sur toutes les mers. Mais le royaume, à la fin du règne de Louis XIV, vous savez, une période difficile pour le royaume de France, les années 1700-1710, période difficile, le royaume n'a plus les moyens de ses ambitions. Vous voyez, ce sont des budgets, vous voyez, non, je me suis trompé, c'est pas cette image-là, non, je ne l'ai pas mise, c'est pas grave. On a des budgets qui ont, pour vous donner une idée, oui, j'ai oublié de vous parler de budget, pour vous donner une idée de combien ça coûte un navire, pour vous montrer l'effort budgétaire. Un navire, le navire de base, le navire de 74 canons, je remets ici, voilà. Le navire de 74 canons coûte à peu près 1 million de livres, à peu près, tout compris, c'est-à-dire la construction, l'équipement, les canons, le salaire des ouvriers, 1 million de livres, 1 million de livres. Et le budget du ministère, à l'époque, c'est entre 15 et 25 millions de livres par an. Un navire, on met 6 mois pour le construire, à peu près, 6 mois. Il faut 1000 hommes, 6 mois, il faut à peu près 2000 à 3000 arbres pour le construire. Donc ça demande de la gestion forestière, de la gestion diplomatique. Certains bois, on va les chercher notamment au nord, dans les pays d'Europe du Nord. Donc ça demande... Construire un navire, ce n'est pas anodin, c'est un effort budgétaire, un effort de gestion du patrimoine forestier, et aussi un effort diplomatique, un effort commercial avec nos voisins. Alors en 1715, j'entre dans le XVIIIe siècle, en 1715, la marine est réduite à peu de choses. Elle va décliner. Elle n'aura plus la splendeur. On est à plus de 120 vaisseaux au grand règne de Louis XIV. 120, on équivaut quasiment à la marine royale, à la Royal Navy, pardon, aux Britanniques. Donc, à jeu égal, et 120 vaisseaux, je vous dis, un vaisseau, c'est 1 million. À la construction. Après, il faut l'entretenir. La radoube et ainsi de suite, l'entretenir, le navire. Donc ça coûte des millions de livres. Des millions de livres. Vous connaissez l'état des caisses françaises à la fin du règne de Louis XIV. Et donc, la flotte va être mise de côté. On ne va plus lui accorder de crédit, en tout cas plus les crédits immenses qu'elle pouvait avoir, malgré l'action de ministres. Je vous ai parlé de Maurepas, celui qui dit qu'une bataille navale... la citation du début, Maurepas, Choiseul également, grand ministre également, sous Louis XV, Choiseul vont demander des crédits, mais ces crédits vont être à chaque fois plafonnés, diminués, et le nombre de navires sera revu à la baisse. Et on limite aussi légalement l'entraînement à la mer. L'entraînement à la mer. On l'a dit tout à l'heure, pour les trières, là aussi, l'entraînement est primordial. Naviguer ces navires en ligne, ça s'apprend, lors de ce qu'on appelle des campagnes d'évolution, ça s'apprend à manier tout ça. Eh bien, on va le faire de moins en moins. On va, 18e siècle, je vous l'ai dit, donc 17e, le naval d'abord,
On voit hein, l'effort sur la marine de guerre. 18e, la marine de guerre va être plutôt mise en arrière, en second plan, parce que la puissance, on ne va plus l'exprimer en nombre de vaisseaux qu'on va aligner, mais on va l'exprimer plutôt en commerce colonial, que la marine va être chargée de soutenir, de défendre. Parce que durant la première moitié du XVIIIe siècle, le commerce maritime français connaît un essor considérable. Considérable. C'est le développement des productions coloniales. C'est la mise en valeur de Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est Haïti aujourd'hui. Hein. C'est la production de sucre là-bas. La première grande production, la grande richesse, c'est la production de sucre. À elle seule, l'île de Saint-Domingue va produire autant que toutes les Antilles anglaises en sucre, à elle seule. La Martinique, elle, c'est la production de café qui va faire sa richesse. Le café est introduit là-bas en 1720 et il progresse rapidement, faisant de l'île le premier producteur des Antilles. Hein, pour vous donner une idée, hein, en quelques années, 1733, le café là-bas, on exporte 300 tonnes, 1733. 1740, donc 7 ans plus tard, c'est plus 300 tonnes, c'est 3000 tonnes. Donc on voit la production. Et la marine est chargée d'escorter, de protéger tout ça, parce qu'en même temps, les guerres se poursuivent, hein, je vais y venir après. Le commerce au Levant également se développe. Le commerce au Levant, c'est avec le Moyen-Orient notamment, hein, et ensuite tout ce qui plus loin, les Indes. Le commerce avec l'Europe du Nord, qui connaît le même phénomène. Le commerce, je vous l'ai dit, avec l'Extrême-Orient, ce qu'on va appeler la Compagnie des Indes, cette compagnie chargée de faire le commerce entre la France et ce qui va, on va dire la Chine, on va dire les colonies françaises, les comptoirs pardon, français en Inde. Pensez à Pondichéry notamment. Donc vous voyez, donc maritime et la flotte aussi va avoir ses lettres de noblesse au XVIIIe siècle avec les grands. Elle va être aussi un outil scientifique. Par exemple, vous avez Bougainville qui va faire le tour du monde en 1766-1768. Et ça va faire connaître, ça va donner au public une belle image de la marine et surtout un intérêt nouveau pour la mer. Hein, là aussi, l'État va essayer de régulièrement susciter l'intérêt du public pour la mer. Ça passe par des voyages comme ci, ça passe aussi par des récits. La littérature maritime va se développer, surtout au XIXe siècle. Les grands romans maritimes vont se développer. Donc, finalement, la Régence, donc le temps entre Louis XIV et Louis XV, hein, avec Philippe d'Orléans, la Régence et la... Oui, je précise, toute la volonté de Richelieu et de Louis XIV a été d'unifier le commandement de la marine sous une autorité, celle du roi à travers celle de son secrétaire d'État. La Régence va éclater ça, c'est le conseil, c'est le gouvernement par les conseils, la polysynodie, on revient en arrière, on casse l'autorité du secrétaire d'État, la marine sera désormais dirigée non plus par un homme, mais par un conseil. Plusieurs autorités qui se tirent dessus, hein. Enfin je veux dire qui sont en opposition. Vous lisez Saint-Simon, il raconte des réunions de ce conseil de la marine, on se dézingue en direct, quoi. Et le ministre de la Marine lui-même est descendu en flèche devant tout le monde. On l'accuse de ceci, on l'accuse de cela. Donc retour en arrière, on éclate l'autorité. La Régence, donc, et la première partie du règne de Louis XV constitue donc une pleine période de prospérité pour le commerce maritime français. Et là, ce n'est pas négligeable dans la guerre économique qu'on se mène avec les Britanniques. Même si nous sommes en paix militaire, nous faisons la guerre économique. Nous nous concurrençons notamment dans les Antilles. Je vous parlais du sucre. Bien, le sucre entre en concurrence avec le sucre anglais. Pareil pour le café que j'ai évoqué. Je vous l'ai dit aussi d'un point de vue purement marine de guerre. Donc la marine de guerre soutient, je vous l'ai dit, ceci, va essayer de sécuriser les routes commerciales, former des convois.
D'accord? Et en termes de guerre pure, d'histoire militaire pure, on voit, je vous l'ai dit, l'autorité est cassée du ministre de la guerre, mais aussi, vous le voyez, je l'ai noté, hein, il va y avoir une instabilité ministérielle qui va aussi dégrader l'autorité et la gestion de la marine. Sous Louis XIV, les ministres étaient là pendant 10 ans, 15 ans, et c'était des familles. Donc il y avait une continuité. Là, on a des gens, notamment le plus long, ce sera Nicolas Berryer, vous le voyez, 3 ans. 3 ans. Et sinon, c'est 1 an, 2 ans. On voit ce que ça donne, l'instabilité ministérielle, lorsque vous pensez à la 4e République que vous avez déjà étudiée. Et donc les défaites vont s'accumuler. La marine va avoir de plus en plus de mal. Alors, pendant la première guerre qui va intéresser Louis XV, c'est la guerre de succession je me recule et j'avance, mais vous m'entendez parce que ça va, hein? Oui. La guerre de succession d'Autriche, c'est une des premières grandes guerres que va gérer Louis XV, 1744-1748. Alors, la France ne peut pas tenir tête. Elle arrive quand même à faire presque match nul avec la Royal Navy, mais elle va tenir sur cette guerre, mais la suivante va être catastrophique, la guerre de 7 ans. C'est pas celle-là, voilà. La guerre de 7 ans, donc 1756-1763. Elle est absolument catastrophique, des défaites humiliantes, et nous allons perdre notre empire colonial. Nous ne sommes plus en état de le défendre. Les traités de paix vont nous obliger à céder des pans entiers de notre empire, vous voyez. Et donc c'est ce qu'avait construit Louis XIV et ses ministres, vous voyez, va tout doucement, au cours du XVIIIe siècle, se dégrader, s'effilocher. La guerre de 7 ans, 1756-1763. Une guerre contre les Britanniques, hein, d'accord, avec un épisode fameux, je l'ai mis ici, où le Royaume-Uni entre en guerre, sans déclarer la guerre officiellement, hein, c'est l'amiral Boscawen, si ça vous parle. Bon. 1763, nous perdons une grande partie de notre premier empire colonial. La flotte, qui était numéro 1 mondiale, qui était au premier plan, Louis XIV voulait en faire vraiment une arme navale. Elle est devenue au XVIIIe siècle, si je résume, une arme non plus principale, mais une arme secondaire de soutien au commerce, de soutien à l'armée de terre, chargée des opérations de débarquement, notamment. Et vous avez tout ce déclin jusqu'à Louis XVI. Louis XVI est un passionné des questions navales et d'exploration. Et assisté de grands ministres, là aussi, qu'on peut citer, de Castres, Sartine également. Sartine était lieutenant général de police avant d'être ministre de la Marine. Comme quoi, il n'y a pas besoin forcément d'être marin pour avoir géré une administration. En tout cas, il a une sensibilité pour la marine et il va soutenir Louis XVI dans sa volonté de réorganiser sa marine. Louis XVI a été dans son éducation avec ses autres frères, son frère aîné qui est mort, le duc de Berry qui est mort, et ses 2 autres frères, les futurs Louis XVIII et Charles X, ont eu une éducation aux choses maritimes. Ils ont appris le dessin de marine, ils ont appris auprès de maîtres à dessiner des navires. Ils ont appris toutes ces questions-là. Donc ils ont une sensibilité certaine pour ça. Et très, très jeunes, très vite, ils vont voyager à travers la France. Et voyager, Louis XIV, on estime, si je ne me trompe pas, il a vu la mer 1 fois ou 2, quoi. Pas plus. Or, dans leur jeunesse, Louis XVI et les futurs rois que j'ai cités vont être envoyés. On peut penser au fameux voyage de Louis XVI à Cherbourg, où il va venir visiter les travaux de Cherbourg. Ses frères, il va les envoyer dans les ports, à Toulon, à Brest, le long des côtes, pour mettre en avant et susciter l'admiration et lancer un nouveau programme naval pour la France. Et notamment, on va s'intéresser ici à l'aspect technique des navires. On va essayer de les améliorer. Parce qu'on veut essayer de prendre une revanche sur la Grande-Bretagne. D'accord, ça va être l'objectif de Louis XVI. Et Louis XVI
va pouvoir, dans le cadre de la guerre d'Amérique, va pouvoir lancer son grand programme, à la fois un rehaussement des budgets, il va même dépasser celui de l'armée de terre. 1782, le budget de la marine est plus important que celui de l'armée de terre, ce qui n'était pas arrivé. Donc on voit, la marine de guerre reprend une première place, et surtout, on va standardiser la production des vaisseaux, ce qui n'était pas le cas pour l'instant. Donc on va les standardiser. Ce sont les fameux, les fameux plans type Borda-Sané, Borda, B-O-R-D-A, et plan Sané, S-A-N-E. Ce sont des ingénieurs chargés de la construction de navires, et ils vont standardiser les navires, ce qui n'était pas le cas. Et ce qui est pour les navires, les manœuvres en guerre, les manœuvres en ligne, pardon, pour des navires standardisés, sera beaucoup mieux que des navires qui peuvent être différents les uns des autres. En tout cas, ça va donner à la marine de Louis XVI de grandes victoires. On pense à la bataille de Chesapeake, c'était l'image d'illustration, qui va aborder, qui va permettre la victoire de Yorktown quelques temps plus tard, et donc l'indépendance, la victoire sur les Britanniques. On peut penser à d'autres batailles, la bataille d'Ouessant, donc Chesapeake, on est après 1780, là on est au début de la guerre d'Amérique commence, vous vous souvenez peut-être, en 1776, déclaration d'indépendance, et la France ensuite va rejoindre les révoltés, les patriotes, et va commencer à entrer en guerre. Et vous voyez que après Louis XV et la perte du Premier Empire, et avec la défaite de la guerre de 7 ans, 1763, vous voyez, 15 ans plus tard, et grâce au programme de Louis XVI arrive sur le trône en 1774. Nous sommes en 1778. Grâce à son impulsion, à son énergie, la France et la marine de guerre est capable, vous voyez, de rivaliser. Elle n'arrive pas encore à prendre le dessus pour l'instant, mais elle est capable de revenir face à la Royal Navy, vous voyez, en quelques années. Arrive là-dessus, sur ce bel élan, arrive la révolution. Oui, là par exemple, vous voyez, j'avais mis une image, vous voyez, on assiste à des lancements, on fait des manœuvres navales au large, on montre ça, ça devient un élément, comme les rois ou même les présidents de la République vont assister et les empereurs vont assister à des manœuvres de l'armée, eh bien on va assister à des manœuvres navales, là aussi, et vous avez toute la peinture, je vous ai parlé de la littérature maritime, toutes les grandes peintures vont de ports. Il y a le musée de la marine qui a de nouveau ouvert. Allez voir ça, les portraits des ports de France. Vous avez aussi, au XIXe siècle, on va aborder Horace Vernet, qui va peindre toutes les grandes batailles navales. Donc on a cette mise en avant de la flotte dans la littérature, dans la peinture. Et aussi dans le musée, on va voir, le musée de la marine date de la Restauration, j'y viens juste après. En 1789, donc, la France possède 80 navires, 80 vaisseaux, pardon. 80 vaisseaux et 80 frégates. 1600 officiers, la marine est redevenue la deuxième du monde. William Pitt, le Premier ministre britannique, à cette époque-là, a cette phrase: « Tant qu'il y aura un Bourbon sur le trône de France, l'Angleterre aura à craindre sa marine. » Arrive la Révolution, qui vont justement enlever ce Bourbon du trône, et effectivement, la marine va reconnaître une période de déclin. De déclin pourquoi? D'abord par l'émigration massive des officiers de marine. Les officiers vont quitter la France, d'accord? On sait aussi, vous savez, la plupart des officiers de l'armée de terre vont rejoindre l'armée de Koblenz, d'accord, en Allemagne. Les officiers de marine vont suivre également. Les officiers de marine sont davantage touchés par la Révolution. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés directement par le roi. Ils sont appointés par le roi. Ce qui n'est pas le cas pour pour l'armée de terre, où vous achetez votre régiment, vous achetez votre titre. Or, les officiers de marine sont payés par le roi. Donc, s'attaquer au roi, lorsqu'on s'attaque au roi, lorsque nous voyons un officier de marine, lorsque les révolutionnaires voyaient un officier de marine, ils voyaient un obligé du roi, quelqu'un payé par le roi. Donc, ils étaient davantage touchés par les répressions. Beaucoup ont été, comme on disait, lanternés, c'est-à-dire pendus,
en exemple, à la lanterne. La lanterne, c'est la grande lanterne qu'il y avait à l'entrée de l'arsenal. On les pendait là. Et donc tout ça va dégrader la marine de guerre. Donc je vous l'ai dit, les officiers partent. On n'arrive plus à, vous voyez ici, la chute. Je ne sais pas si on voit. Oui. Vous voyez la France. On voit la souris? Non, on ne la voit pas. Bon, vous voyez la chute du nombre de navires français qui s'opèrent. Vous voyez, hein, là vous avez 1700, vous allez vers 1800, vous voyez 1700, ça remonte, et ensuite vous avez une chute, 1790, 1792, vous avez une chute importante. 76, hein, je vous avais dit 80 à peu près, une chute, et on va descendre. Bon. On n'arrive plus à tenir tête. Vous avez, par exemple, on a du mal à... Même des simples convois, on arrive du mal à les tenir. C'est les fameux combats de Prairial, où, alors que la marine britannique fait le blocus, elle arrive à faire le blocus des côtes françaises. On n'arrive pas à percer, on n'y arrive plus. On leur tenait tête à Chesapeake. 10 ans plus tard, c'est fini, on n'y arrive plus. Ils arrivent à bloquer les côtes françaises. On n'arrive plus à faire passer les convois de blé. Il y en a un qui a réussi à passer, c'est les fameux combats les combats de Prairial. On est en 1794. On arrive à faire passer le convoi, mais difficilement. La marine ne peut plus rivaliser avec la Royal Navy. Et ces deux défaites qui vont donner cette image de la puissance navale française en déclin. C'est d'abord la bataille d'Aboukir. Aboukir, nous sommes en Égypte, c'est l'expédition égyptienne de Bonaparte, et l'amiral Nelson, que vous connaissez certainement, Horatio Nelson, va venir à Aboukir. L'Aboukir, c'est la baie d'Aboukir, et va faire du tir au pigeon. La marine est là, les Britanniques savent faire ça, les tirs au pigeon. Aboukir, Mers el-Kébir, bon, ils savent le faire, ils vont tirer et abattre la plupart des navires de guerre français qui sont là. C'est aussi la bataille de Trafalgar, également, 1705, la défaite franco-espagnole. Il y a aussi la flotte espagnole qui est là avec nous. Vous la connaissez, cette défaite. Donc c'est vraiment... certains même disent que comme Napoléon a perdu la maîtrise de la mer, il a essayé, il l'aurait perdu, eh bien, certains disent que c'est le premier tintement du glas de l'Empire. La France, l'Empire, Napoléon aurait perdu la guerre déjà parce qu'il avait perdu la mer. À la Restauration, à la Restauration, la marine est dans un triste état. Vous voyez, 1815, la France, 52 navires, la Grande-Bretagne, 126. Allez, en gros, 3 fois plus à peu près, quoi. Le moral est très bas. La flotte a une image très mauvaise auprès de la population. Pourquoi? Parce que la marine a essayé de sortir à plusieurs reprises, n'a pas réussi. Il n'y a pas eu de grand combat naval. Et en plus, la marine va connaître des désastres au début de la Restauration qui vont achever son image. Vous connaissez tous le naufrage de la Méduse. La Méduse, donc cette frégate qui va couler le 2 mai 1816 au large du Sénégal, qui a été mis en tableau. Cette Méduse était commandée par le capitaine de frégate Chaumaré, et Chaumaré avait fui la Révolution. Il n'avait pas navigué depuis plus de 20 ans. Lorsque la Révolution et l'Empire ont disparu, plusieurs officiers, dont lui, sont revenus auprès de Louis XVIII et ont demandé leur réintégration dans la flotte. Certains ont été acceptés, dont Chaumaré. Il n'avait plus vu, je vous l'ai dit, de la mer depuis 20 ans, et donc inexpérimenté. Une marine aux mains de ces royalistes, ça donne des catastrophes. C'est cette catastrophe de la Méduse. L'officier n'a pas su déjouer les bancs de sable au large, et est arrivé l'épisode que nous connaissons. Donc c'est symptomatique de la qualité de l'encadrement militaire de la marine à la sortie de la Seconde Guerre, du Premier Empire. C'est symptomatique. On va même nommer des ministres qui vont
qui vont tailler dans la marine, dans le ministère de la Marine. Des ministres de la Marine eux-mêmes qui sacrifient leur marine. Par exemple, vous en avez un, il s'appelle Dubouchage, c'est comme ça se prononce, Dubouchage. Il est ministre, enfin secrétaire d'État. Maintenant, on dit ministre secrétaire d'État. Ministre, c'est un titre de la Révolution. Les Bourbons, vous savez, les Bourbons restaurés veulent faire une fusion entre les deux. Avant, c'était secrétaire d'État. À la Révolution, on appelait ça ministre. Bah, maintenant, c'est facile. On va les appeler ministre secrétaire d'État. C'est leur titre. Donc, Dubouchage, lui, il va casser, il va réduire le budget, il va sacrifier la marine de lui-même. Pour vous donner un exemple, il y a une phrase d'un autre ministre, de la marine toujours, mais après le Second Empire, 1870, il va dire à la tribune de l'Assemblée, il va dire, la marine, le ministre de la marine, il cherchait normalement la défendre, la développer, il va dire, la marine doit se sacrifier sur l'autel de la patrie. La marine n'est pas importante, il faut la sacrifier, la supprimer. Pas forcément la supprimer, mais au moins la réduire drastiquement. C'est ce que va faire ce ministre, Dubouchage. Mais le roi, qui s'instruit, qui s'intéresse aux questions maritimes, va nommer un nouveau ministre, il s'appelle le Portal, et c'est lui qui va, pour le XIXe siècle, relancer la fabrique de la marine de guerre, une marine de guerre française qui va donner celle de Napoléon III, qui va être le troisième pic de splendeur de la marine. Ça commence déjà sous la Restauration. Louis XVIII a conscience, et ses ministres, notamment Portal, vont relancer le budget à la hausse, relancer les constructions. Ils pensent même à une alliance avec les Russes, avec les Américains, contre la flotte britannique. Donc on reprend la pensée du XVIIIe siècle. Et la marine, on va l'utiliser de nouveau comme un outil de guerre. La flotte va être à la guerre d'Espagne en 1823. On pense à la guerre d'Espagne de Napoléon, mais il y en a une en 1823, où l'armée française va restaurer sur son trône le roi Ferdinand. Ça va être la bataille de Navarin, en 1827, où la marine, voilà, vous avez Portal ici, et la bataille de Navarin, donc avec, face à nous, l'Empire ottoman, la flotte de l'Empire ottoman. C'est la dernière grande bataille à la marine à voile. Et nous la remportons. Alors nous ne sommes pas tout seuls, nous avons des Russes avec nous, et cette fois-ci des Britanniques avec nous. Mais 7 navires français, 12 navires britanniques, 8 navires russes mettent à mal 90 navires ottomans. Voilà, une trentaine de navires mettent à mal 90 navires ottomans. Des navires qui sont faibles. Bon. C'est aussi l'expédition d'Alger, 1830. Départ de Toulon, la marine va embarquer l'armée qui va être chargée de prendre Alger, et ça commence par le grand bombardement d'Alger. Donc là, en soutien de la flotte, en soutien d'un débarquement de l'armée de terre. C'est aussi, la flotte va être utilisée au Mexique. Au Mexique, dans les années 1830, vous avez la guerre des pâtisseries. On appelle ça la guerre des pâtisseries. C'est une guerre civile. Eh bien, la France va mettre le blocus, l'armée française, la marine française, va mettre le blocus là-bas, va bombarder pour obtenir des compensations, parce que dans la guerre civile, des émigrés français installés là-bas ont perdu leur propriété. Donc la flotte va bombarder, mettre le blocus pour réclamer au gouvernement des indemnités pour ces expatriés. La flotte va être aussi présente lors de la crise d'Orient. La crise d'Orient. Nous sommes en 1839-1841, toujours avec l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman est en guerre avec l'Égypte. Et donc la flotte va se présenter, intervenir, montrer sa puissance, pas toute seule, elle ne le fait pas toute seule, il y a les Britanniques aussi qui sont là. D'accord ? On va obtenir la pacification de cette zone. La flotte comme apaisement, comme outil d'apaisement, par sa puissance.
Cette période, et j'ai oublié aussi la guerre franco-marocaine. La guerre franco-marocaine, là on est en 1844 à peu près, et là la marine va intervenir pour lutter contre le Maroc qui a donné son soutien à Abdelkader. Abdelkader qui est dans sa lutte contre la domination française en Algérie. Bon. Donc vous voyez, des opérations, alors ce n'est plus les grandes batailles navales qu'on a connues au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. La flotte est là, elle est réutilisée comme outil militaire. Pour l'instant, vous voyez, on n'entend pas parler de soutien au commerce, on n'entend pas parler de ça. Mais vous remarquez aussi que la flotte française, elle ne peut pas le faire tout seul encore. Elle est en soutien, elle est soutenue par la flotte britannique qui est là, notamment. Et la flotte russe, lorsque nous ne sommes pas en guerre avec eux. La seconde moitié du 19e siècle, c'est le développement aussi de la marine à vapeur, dont la France est pionnière. La France est pionnière dans le développement de la marine, la propulsion à vapeur. Et c'est ça, c'est toute cette opération depuis Louis XVIII avec Portal, tous ces développements, toutes ces interventions qui vont redonner à la flotte et aux officiers une expérience. On va relancer les campagnes d'évolution sous Louis-Philippe, on va relancer des campagnes d'évolution, c'est-à-dire des campagnes d'entraînement des navires. Et c'est tout ça dont va hériter Napoléon III. Napoléon III, alors je vous ai mis ici le premier navire à vapeur, c'est le Napoléon, facile. Pourquoi? Parce qu'il a été lancé sous Napoléon III, il a eu d'autres noms avant. On l'a appelé Deuxième République, on l'a appelé ce navire, il a pris le nom des différents régimes, parce qu'il a été commencé, vous voyez, en 48, il est armé en 52, et il va être utilisé lors de la guerre de Crimée. Nous faisons la guerre, les Français et les Britanniques font la guerre à la Russie. Ça donne la bataille de Sébastopol, toutes ces batailles-là. Et ce navire va permettre aux cuirassés, aux gros navires, de traverser les Dardanelles, de traverser les deux détroits. Il va tirer les navires. On arrive à s'affranchir du vent et ça va donner un avantage énorme à la flotte. La flotte va pouvoir passer tranquillement et atteindre la mer Noire. Donc, développement de la marine de guerre à vapeur, et vous avez aussi la marine comme outil diplomatique. La marine a retrouvé sa puissance, on la remet en avant. Lorsque Napoléon III reçoit la reine Victoria, il lui fait visiter Cherbourg, il lui fait visiter ces gros cuirassés, vous voyez ce que c'est, ces gros navires de guerre, les gros navires de ligne, là où vous les avez sur le Grand Pavois. C'est un outil diplomatique, c'est un outil aussi, est-ce que je l'ai mis? Non, c'est aussi un outil scientifique. La marine, c'est aussi une gloire scientifique. Vous connaissez Dumont d'Urville, certainement, cet officier qui va aller en Antarctique. Là, on est en 1840. D'autres officiers, dans les années 40, vont aussi participer à la conquête, j'y reviendrai un petit peu après, la conquête du second empire colonial français. C'est l'amiral Dupetit-Thouars, ça se prononce, Thouars, T-H-O-U-A-R-S, qui va se lancer dans la conquête de la Polynésie. D'accord? Oui. C'est également, sous la Troisième République, la constitution de l'Empire français en Extrême-Orient. C'est l'amiral Courbet qui va se lancer dans les conquêtes, dans la pacification et dans la mainmise de la France dans ces zones-là. C'est la campagne, nous sommes dans les années 1880, 1885, c'est la guerre franco-chinoise. Et c'est là, avec son escadre, qu'il va tenir et faire respecter le drapeau français dans ces zones-là. C'est aussi, la marine va se lancer dans la conquête de Madagascar. D'accord ? C'est 2 expéditions, 1880 et 1894, où on va passer d'un protectorat à une pleine souveraineté de la France sur Madagascar. J'en termine avec toujours le développement technique. La France n'arrive plus à aligner autant de navires que la Royal Navy, mais elle va la surclasser d'un point de vue technique. Elle va être en avance d'un point de vue technique. Et c'est aussi par là que passe la puissance. La puissance ne va plus passer par
le nombre de navires que j'aligne, mais ça passe aussi par la qualité du navire que j'aligne. Et la France, je vous l'ai dit, le navire à vapeur, le Napoléon, le premier navire cuirassé, le navire La Gloire. Et on essaye aussi de penser la doctrine navale, l'utilisation de cette flotte. Quelle flotte pour la France? Et j'en terminerai là. En 1880, vous avez une nouvelle doctrine navale qui naît, c'est celle de la jeune école, la doctrine de la jeune école. L'idée, le meneur de cette idée, il s'appelle Aube, A-U-B-E, il est amiral, mais il est aussi ministre de la Marine, en 1886. Et l'idée, c'est de créer une flotte de petites unités. Ce n'est plus d'avoir des navires, des flottes avec de gros navires, qu'on pouvait avoir au XVIIe, au XVIIIe et même au début du XIXe. C'est d'avoir des petits navires plus maniables, par exemple les torpilleurs, les sous-marins qu'on va mettre en place. Vous voyez, les contre-torpilleurs, le premier sous-marin torpilleur électrique. Vous voyez, vous avez les photographies ici. Vous voyez, on est à la fin des années 80, 1800. Tous ces éléments-là sont chargés d'assurer les forces de défense le long du territoire, le long de la métropole et le long de l'Afrique du Nord, et de créer des points d'appui. Donc on ne veut plus de flotte énorme, on veut des petits navires, et l'idée c'est plus, vous voyez, on n'est plus dans l'idée d'attaquer, mais plutôt de défense, Alors cette flotte de petits navires va très vite montrer son inefficacité, très vite. Ces navires ont une mauvaise tenue à la mer, leur rayon d'action est limité, et bien sûr, ils sont, pour lutter en haute mer, ils sont inaptes à ça. Il va y avoir une grande manœuvre navale, une grande démonstration navale en 1891 entre Alger et Toulon, enfin plutôt de Toulon à Alger. À Toulon, une flotte va partir et doit rejoindre Alger. L'idée pour ces nouveaux navires, c'est arrêter cette escadre qui passe. Elle n'arrivera jamais, ces nouveaux navires, cette nouvelle flotte n'arrivera jamais, et l'escadre rejoindra tranquillement Alger, c'est un exercice, tranquillement Alger, sans avoir été attaqué. Alors, en 1900, est lancé le fameux programme 1900, il s'appelle le programme 1900. Nous sommes sous le gouvernement Waldeck-Rousseau, et c'est le ministre Lansan, L-A-N-E-2-S-A-N, il lance le programme de construction, et là on va repartir sur les gros cuirassés, les gros navires. On relance la construction de ces gros navires, parce qu'on a vu que la jeune école, par le ministre Aube, qui a tenté ça, on voit toute l'inefficacité, retour en arrière, programme 1900. Et je termine. Rançon de cette expansion réussie durant toute la seconde moitié du XIXe siècle, les colonies quittent le ministre de la Marine à la fin du siècle, et l'essentiel de ces forces terrestres, parce que la Marine avait aussi des forces terrestres, on les détache. On va détacher de la Marine la gestion des colonies, on va détacher les forces terrestres qu'elle pouvait garder, on va les donner au ministère de la Guerre. Ça devient les troupes coloniales. Peut-être ça vous parle, ça, les troupes coloniales. Mais néanmoins, la marine, même si on l'a dépouillée, elle reste néanmoins un outil essentiel de la politique étrangère. Notamment, son rôle a été important dans la conclusion de l'alliance franco-russe et de l'alliance cordiale. L'entente cordiale. Face à la montée des menaces italiennes et allemandes, donc la flotte conserve une importance stratégique en dépit de ses insuffisances. Et je vais m'arrêter là. Merci.